sur la thématique des énergies renouvelables, un moteur de l'économie française. On va commencer avec Dominique Jam, directeur général de la Commission de régulation de l'énergie. Réaction à l'étude EY, à l'interview de Valérie Pécresse à l'instant. Réaction de la Creux et réaction de la Creux aussi sur ce qui nous a été présenté sur les diapositives ce matin concernant cette baisse du coût des énergies renouvelables. Il y a des filières de plus en plus matures, donc j'imagine que la Creux est contente de la situation. D'abord, merci de me donner la parole. Je voudrais commencer par avoir une pensée émue pour Bruno Legevin. Tous ceux qui l'ont connu savent quel homme exceptionnel il était. Il a été commissaire à la Creux pendant 8 ans, et ensuite a lancé la médiation de l'énergie, ensuite une carrière après brillante. Donc aujourd'hui, la Creux est en deuil. Alors, sur les éléments dont vous parlez, bon, d'abord bravo au CERF pour l'étude. C'est intéressant de mettre des chiffres, des analyses, des concrets sur une intuition qu'on a tous, que les énergies renouvelables sont créatrices de valeur ajoutée pour les territoires en France. Donc c'est vraiment intéressant. On a aujourd'hui dans les appels d'offres qui sont instruits par la Creux des critères environnementaux. La Creux a toujours été favorable, travaille à faire des propositions pour les améliorer. On est plutôt favorable à les renforcer. On pense que d'abord ça augmentera la valeur ajoutée en Europe et en France, parce que de toute façon, si ces critères sont bien faits, notre mix est décarboné aujourd'hui. Donc plus on met des critères intelligents sur le CO2, et plus on aura de valeur ajoutée en France. Donc là-dessus, on est, je trouve, l'analyse intéressante, et on peut sans doute aller encore plus loin pour essayer de mettre des taux de valeur ajoutée encore plus importants qu'aujourd'hui dans notre pays et en Europe. Alors, l'approche générale sur tout ça, et c'est intéressant aussi le ratio de 1 euro d'argent public versus 2 euros, 2,5 euros de valeur ajoutée en France. C'est quand même la vision générale de la Creux, c'est qu'il faut développer les ENR. Tout ce qui a été dit ce matin, je n'ai quasiment rien à redire, on partage quasiment tout ce qui a été dit. Il faut le faire de façon efficace. Et ça, c'est vraiment un point fondamental, sinon tout simplement, on n'y arrive pas. Les gilets jaunes, j'enfonce des portes ouvertes, mais on voit bien que si les prix de l'énergie augmentent trop fort, on trouvera une limite. Et certes, sur les ENR électriques, les gazières d'ailleurs, maintenant c'est dans la dépense publique, mais plus dans la facture d'électricité et de gaz. Mais on voit bien que ça trouvera aussi sa limite. Donc notre mantra, c'est ça, faisons-le de façon efficace. Donc la Creux calcule le champ de service public. Pour 2020, le montant estimé, c'est 5,4 milliards d'euros. Dans ce montant, pas oublier, il y a toujours 2 milliards par an, et ça durera encore une dizaine d'années, c'est la bulle photovoltaïque de 2008-2010. 5 milliards 4, 2 milliards, avec ces 2 milliards en plus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent dans les ENR? Bon, donc les erreurs de politique énergétique, ça se coûte cher, ça se paye cash. Donc soyons anticipants pour l'avenir. Bon, on a vu les prix qui baissent, je ne reviendrai pas, c'est mondial, c'est un phénomène très important. C'est pas à moi je ne vais pas utiliser mon temps de parole pour ça. Encore faut-il qu'on ait des appels d'offres, des dispositifs efficaces. Et on a fait des gros progrès récemment, beaucoup de recommandations de la Creux, quelquefois depuis des années, qu'on faisait depuis des années un peu en pure perte, elles sont suivies, on voit des effets positifs. Je ne reviendrai pas sur ces recommandations, donc ça s'améliore, mais enfin on voit encore des choses comme par exemple des appels d'offres récents sur le PV, dont les prix remontent, et significativement, de 5 ou 10 euros. Bon, quand on voit là, le reste du monde, on voit plutôt des coûts de la technologie qui baissent, et on voit aussi des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont très bas, donc il n'y a pas de raison que ça remonte. Donc c'est parce que c'est compliqué. Ce ne serait pas une exception française, les procédures, le délai d'instruction des dossiers, le nombre de déchets de dossiers par rapport à un projet qui sort? Oui, c'est pas si simple que ça de bien doser les choses. Si vous mettez trop de volume par rapport au potentiel d'industrie, ben, c'est normal, les développeurs anticipent, savent que la concurrence ne sera pas là, quelque part montent un peu leur marge. Et donc il faut gérer ça de façon efficace. On a des recommandations de façon générale, j'en donnerai juste quelques-unes simples et générales. Allons, favorisons, aidons, permettons simplement les grands projets. Les grands projets sont moins chers, peuvent même ne coûter rien aux dépenses publiques. Donc, quelquefois, il y a un petit caractère contre les grands projets. Donc, simplement,
laissons les grands projets se développer, ce qui n'empêche pas d'avoir des petits projets et de soutenir aussi des énergies très distribuées chez les particuliers, par exemple. Laissons de la place au PPA. Là, c'est Jean-Bernard Lévy qui l'a dit. C'est intelligent, les contrats d'achat direct, il y a de la demande des entreprises. Donc laissons-leur de la place, favorisons-les pour développer les ENR sans soutien public. Et aujourd'hui, on est quand même en France, on voit encore un retard sur les PPA par rapport à des pays, même évidemment Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Bon, ça a été dit, la mobilité électrique. On a une mise décarbonée, profitons-en. Là, il y a des gains immédiats de CO2 à faire. Puis un point que je voudrais mentionner aussi, c'est donnons sa chance au biométhane. La CRE est favorable. Certes, c'est cher aujourd'hui. Les externalités sont énormes dans beaucoup de secteurs de l'économie, notamment sur le territoire. Et puis demain, on aura besoin des réseaux de gaz. Donc donnons sa chance au biométhane. Voilà, c'est des recommandations que la CRE peut faire aujourd'hui, très résumées et en étant sans rentrer dans le détail. Peut-être encore un mot important, et là c'est dans les responsabilités directes de la CRE, le rôle des réseaux. Parce qu'on est en train de transformer fortement le mix de production électrique et on va accélérer un coloring. Donc les réseaux ont un rôle absolument majeur. D'abord, un point, le rôle des réseaux, c'est quand même d'abord d'assurer un approvisionnement sûr et de qualité à nos concitoyens, à notre économie. C'est la première chose. Donc aujourd'hui, c'est remarquable, on a des niveaux de qualité, on n'hésite pas à le dire, qui sont excellents sur notre territoire. Donc il y a un challenge, mais il faut d'abord garder cette qualité de notre système, et ensuite les réseaux vont se transformer. Ça ne se fera pas comme ça, d'accueillir des quantités quand même très importantes, en un temps finalement assez limité, d'énergie renouvelable, que ce soit le offshore, le terrestre, le PV, etc. Donc faisons-le de façon efficace, ça va coûter cher. L'enjeu là, c'est utiliser la flexibilité. C'est la notion de flexibilité qui est essentielle. On a un débat aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi, entre RTE et la CRE, autour du plan à long terme de RTE. On appelle le schéma décennal de développement du réseau, le SDDR. Il y a eu un petit débat médiatique sur 33 milliards, pour une valeur de réseau qui est de 14 ou 15 aujourd'hui. Donc on voit les montants sont importants. Ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui du SDDR. RTE n'est pas je demande 33 milliards et la CRE ne va pas accepter ou refuser. L'enjeu c'est est-ce que RTE va bien prendre en compte dans ses méthodes de dimensionnement du réseau, d'investissement, de gestion du réseau, l'ensemble des flexibilités à créer. C'est ça l'enjeu, c'est ça sur lequel la CRE va se prononcer. Cette flexibilité, c'est, je le dis ici, il faut le dire, accepter, décréter un tout petit peu les ENR. RTE dit 0,3%, d'ici une dizaine d'années, ça prendra un peu de temps, mais 0,3% dans la production, ça fait 7 milliards d'euros sur 15 ans d'investissement en moins. Donc là, il y a de la valeur ajoutée très importante, il faut le gérer intelligemment, il faut les traiter seulement dans les choses indispensables, il faut accepter ça. Il y a évidemment le stockage, aujourd'hui stationnaire, demain dans les véhicules électriques, vous avez vu quand même une bonne nouvelle, en janvier 2020, 8% du marché, pour le mois de janvier seulement, parce que j'espère que ce n'est pas juste un pic, c'est des véhicules tout électriques. Donc c'est en train de décoller, ça arrive. La production existante, bien sûr, c'est une flexibilité, on peut la développer. Et puis les interconnexions, je vais insister là-dessus, c'est mon dernier mot. Les interconnexions, on va encore les développer. Ça donne une flexibilité, une solidarité à l'échelle européenne, une optimisation très importante. Il y a des plans européens pour les développer. On est dans un système intégré européen. Et puis à l'échelle française, dès aujourd'hui et demain, je pense encore plus, ça nous permet d'exporter notre mix décarboné. L'aide à réduire les émissions de CO2 chez nos voisins, c'est important. Merci Dominique Jam. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Alors PPA, c'est l'acronyme prononcé à la française de PPA, Power Purchase Agreement, un contrat direct signé entre un fabricant producteur d'énergie renouvelable, si possible, verte, avec par exemple une ville, qui un industriel ou quelqu'un d'autre. Vous avez beaucoup parlé réseau. On aura cet après-midi les deux présidents des deux réseaux de transport et de distribution, François Brotte d'un côté, Philippe Mongoulou de l'autre. Donc on reviendra sur ce sujet de la J'ai oublié de parler des hélices, les problématiques sont les mêmes chez les hélices, sur la flexibilité, c'est un enjeu très important, il y a plus d'interconnexions, là c'est RTE, mais pour le reste, les enjeux sont également énormes chez les hélices. 98% des installations d'énergie renouvelable sont raccordées sur le réseau Enedis. Juste un dernier mot tout de même. Qui est crédible dans tout ça ? Il y a plein de fake news qui circulent de tous les côtés, d'aucuns qui se parachutent experts en énergie renouvelable et qui d'un seul coup vous font le calcul de ce qu'il faudrait comme éolienne pour
réussir cette transition énergétique. Alors qui est crédible? Et on a le président de l'ADEME avec nous. On a vu circuler il n'y a pas longtemps encore une indication de collusion entre l'ADEME et le syndicat des énergies renouvelables au motif que le président actuel du syndicat serait un ancien directeur de l'ADEME. Où va-t-on? On utilise tout et rien. La Creux peut-elle mettre un peu d'ordre dans tout ça? Alors là-dessus, je serai le président de l'ADEME, je vais répondre là-dessus. Évidemment, on a toute confiance en l'ADEME, qui est une institution de l'État, et entre la Creux et l'ADEME, on a des relations étroites et on travaille ensemble. Nous, côté Creux, on ne peut que simplement être là, essayer de dire les choses, dire les faits, on tient les comptes, on regarde ce qu'il en est. C'est vrai que je trouve, moi, personnellement, effrayant, c'est un sondage, mais j'ai vu un sondage qui disait qu'une majorité des jeunes en France pensent que le nucléaire contribue à l'effet de serre. Bon, on a par moments des débats sur les réseaux sociaux notamment, heureusement c'est pas toute la France, entre les anti-ENR et les anti-nucléaires, qui sont très vifs, beaucoup trop vifs, et vu comme ça quand on regarde, c'est mensonge contre mensonge. Donc on ne fonctionnera pas avant très longtemps sans nucléaire en France. On ne fonctionnera pas sans ENR en France. Donc on a besoin des deux, les deux sont décarbonés. Voilà, c'est ce qu'on a envie, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Mais la Creux essaie de poser des choses et peut-être qu'il faut qu'on renforce notre communication, je ne sais pas, mais on est une instance de régulation économique, on n'a pas vocation à passer tous les jours aux 20h de TF1 ou sur les réseaux sociaux. Merci Dominique Jeanne. Voyons maintenant ce que les trois syndicats présents à cette table ronde en pensent. On va commencer avec Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Transition énergétique, énergie renouvelable, vue de votre syndicat, quels sont les déterminants, quels sont les objectifs? Est-ce que tout ça est en ordre de marche pour vous? Mais peut-être, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, peut-être qu'il faudrait rappeler pourquoi le MEDEF s'intéresse à la transition énergétique. On n'est pas des experts des énergies renouvelables. Si on s'intéresse à la transition énergétique, et votre étude le démontre parfaitement, le caractérise, le matérialise, c'est qu'il y a évidemment des impacts qui sont interprofessionnels, qui sont à l'échelle globale pour l'ensemble de l'économie. Alors évidemment des impacts en termes de coût de l'énergie. Il y a un certain nombre d'entreprises que ça intéresse, de savoir à combien elles vont pouvoir se fournir en énergie. Il y a des impacts, vous l'avez rappelé à de nombreuses reprises ce matin, en termes d'emploi, avec des éléments plus ou moins complexes. Parce qu'effectivement, on a des chiffres, et c'est important, les chiffres, pour pouvoir objectiver tous les débats qui traversent la société sur des fondements cartésiens, sur des fondements rationnels. Il y a des emplois qui sont créés de façon massive dans les territoires non délocalisés, non délocalisables par le secteur des énergies renouvelables. Il n'en demeure pas moins que certains autres secteurs, ceux au sein desquels des emplois sont détruits, il faut trouver des solutions individuelles pour les salariés. Ce ne sont pas forcément les salariés qui perdent leur emploi, qui en retrouvent un dans le secteur des ENR. Et nous, on a la charge au MEDEF, parce qu'on est interprofessionnel, parce qu'on est le premier mouvement d'entreprise de France, parce qu'on a implanté partout en France, dans tous les départements, on a la charge aussi de trouver des solutions, d'accompagner les entrepreneurs, les entreprises qui font face peut-être à des éléments plus difficiles, parce que d'un point de vue de réglementation, ça évolue, parce que d'un point de vue d'acceptabilité, ça évolue, et qui ne vont pas forcément aller dans le secteur des énergies renouvelables. Il faut quand même trouver un avenir et un futur à ces situations. L'emploi, la compétitivité au sens global, la compétitivité coût avec le prix de l'énergie, mais également la compétitivité hors coût, si j'ose dire, avec la capacité de créer des filières industrielles, d'exporter. On a une balance commerciale qu'on connaît, qui a un gouffre abyssal maintenant depuis quelques années, en tout cas sur les biens manufacturés, et plutôt bon dans les services. On a besoin d'avoir des filières industrielles. On parlait beaucoup de la valeur ajoutée qu'on localise sur notre sol, et là aussi, c'est pas du tout au MEDEF de trancher, on n'a aucun choix technologique de préférence, et j'y reviendrai dans quelques instants, mais en tout cas, on doit s'interroger sur évidemment ce qui a le plus de valeur ajoutée dans le pays, ce qui va générer le plus de contributions, de cotisations pour l'État, ce qui va générer le plus d'emplois. Et sur ce débat de la valeur ajoutée,
il peut être protéiforme parce qu'on a la vision effectivement immédiate d'avoir des sites industriels, de produire des équipements. On peut aussi imaginer qu'on a des grands ensembliers, des grands développeurs, et on en a beaucoup en France, beaucoup de TI dans le secteur des énergies renouvelables. Où est-ce qu'est la valeur ajoutée aujourd'hui? Est-ce que c'est d'avoir des fabricants, j'en sais rien, de mâts éoliens? Est-ce que c'est d'avoir des grands groupes qui font les projets éoliens? C'est pas à nous de le trancher, mais c'est des questions qui nous interrogent aussi, et on souhaite se les poser. Alors, il y a évidemment des motifs économiques à notre intérêt. Il y a aussi, on ne peut pas le passer sous silence aujourd'hui, une raison puissante qui est celle du climat et de la transition climatique, notamment de l'objectif de neutralité carbone et de l'objectif extrêmement ambitieux que déploie l'Union européenne. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le cas d'autres grandes puissances mondiales, mais nous on s'en réjouit parce qu'on pense que ça va stimuler l'innovation, et on est allant, donc on partage les objectifs en la matière et de transition énergétique et de transition climatique. Mais cette transition climatique, elle va conduire, et c'est la suite logique de l'accord de Paris, à partir de 2020, à un ensemble de réglementations qui va être de plus en plus contraignant, parce que l'accord de Paris prévoit que tous les 5 ans, il y a une possibilité d'accélérer ces réglementations. Il y a même maintenant des clauses de revoyure avant ces 5 ans. Et donc ça nous interroge, parce que par définition, ces réglementations, elles touchent autant le bâtiment que la grande distribution. On voit la loi économie circulaire, que la banque et l'assurance, que l'industrie. Donc toutes les fédérations professionnelles et les secteurs sont impactés. Et le levier énergétique est évidemment une partie de la réponse à cette contrainte réglementaire, et donc on regarde ça avec beaucoup d'attention. Alors ça, c'est les motifs qui nous poussent à nous intéresser à la transition énergétique. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on perçoit la façon d'y arriver? Alors, premièrement, je l'ai dit brièvement, on souhaite qu'il y ait sur les choix technologiques une neutralité, qu'il y ait des bilans coûts-avantages qui soient fondés sur la science, bien évidemment, sur des faits, sur des études, et qu'il n'y ait pas d'idéologie qui vienne perturber ce raisonnement. On n'a aucun problème avec le fait qu'il doit y avoir un mix énergétique équilibré. On pense néanmoins que le nucléaire est important, et qu'en la matière, il faut écouter les autorités qui font référence, qui font autorité, si j'ose dire, et donc l'ASN notamment, et les avis qui sont rendus par ces autorités, nous, on les croit. Autorité de sûreté nucléaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Et donc, ce parc nucléaire français, effectivement, Valérie Pécresse l'a rappelé, avait été pensé par le général de Gaulle pour des questions de compétitivité, mais aussi d'indépendance. Ça, c'est quelque chose qui... On a créé un comité de souveraineté économique au MEDEF. L'indépendance par rapport aux puissances tierces technologiques, notamment au duopole qui est en train de se constituer Chine, États-Unis, mais l'indépendance énergétique. On n'a pas envie d'être des importateurs de gaz de schiste américains, on n'a pas envie d'être des importateurs uniquement de gaz russe, on a envie d'avoir une indépendance énergétique qui nous permet d'avoir un poids sur la scène aussi internationale. Et on ne peut pas avoir des raisonnements qui hermétisent ces questions-là, notamment de l'indépendance. Donc, sur les choix technologiques, la neutralité, sur les cadres réglementaires de la prévisibilité, parce que des industriels, lorsqu'ils doivent faire des efforts, et ils ne sont pas contre de le faire, d'ailleurs ils le font. On a baissé les émissions en 20 ans en France de 20% de l'industrie notamment. Le bilan carbone augmente parce qu'on a des fuites de carbone, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, avec des réimportations, on importe 2 tiers de nos biens manufacturés, et donc d'ailleurs nous on est très pour la taxe carbone aux frontières européennes, qui pose des problèmes à certains sous-traitants, mais on est, pour ça il faut que la réglementation ait une prévisibilité pour que les opérateurs économiques puissent planifier leurs investissements sur une période de temps, sur un pas de temps qui leur permet de rembourser ces investissements, de générer des profits et donc d'agir dans un cadre stable. Ça, c'est extrêmement important, la réglementation. Les règles internationales, je viens de l'évoquer, avec la taxe carbone aux frontières, on ne peut pas avoir des règles notamment de concurrence européenne qui continuent comme elles ont été pensées dans les dernières décennies. Aujourd'hui, on voit que
les analyses de marché ont changé, qu'on est sur une échelle globale. Je peux prendre l'exemple Alstom, Siemens. L'Europe et les autorités nationales ont pris des décisions sur la base des textes existants qui ont comme objectif louable la protection du consommateur. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que s'il n'y a plus de producteurs, il n'y aura plus de consommateurs. Donc il faut changer ces règles de concurrence et puis il faut prendre acte que certains grands acteurs internationaux ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, et donc il faut se doter de protection à nos frontières. L'échelle européenne est importante, on a parlé, je crois, ce matin du Green Deal, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement impliqué et sur lequel le MEDEF est moteur, on apporte des idées, on a, peut-être que c'est pas assez su, mais on a rassemblé, c'est notre rôle d'être un collecteur, on a rassemblé plus de 100 entreprises françaises pour l'engagement climatique, et dedans il y a évidemment un énorme pan énergétique. Sur la période de 2016-2020, c'était 60 milliards d'euros que ces entreprises se sont engagées à déployer. Elles ont fait... Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience dans notre organisation, chez nos militants, chez nos adhérents, et que maintenant c'est très très largement partagé. Y compris les copains qui bossent dans le nucléaire sont convaincus qu'il faut développer les énergies renouvelables. Je pense que c'est important de dire ça. Enfin, ça rejoint ce qui a été dit avant cette table ronde sur le besoin de diversifier les sources d'énergie. J'ai trouvé très intéressant l'étude qui a été faite, et alors assez surpris sur le fait que la valeur ajoutée soit très concentrée en France. Je pense qu'on a une vision déformée, et un des bienfaits de cette étude, c'est celui-là. On a une vision déformée quand on pense, alors c'est vrai dans certaines filières, mais quand on pense à l'énergie renouvelable, vu qu'il y a beaucoup de trains qu'on n'a pas su ou pas pu prendre en marche, on se dit, oui, ok, c'est bien de les développer, mais en termes de balance commerciale, c'est pas génial. Donc il faudra certainement regarder les choses de plus près. Sur cet aspect-là, je crois que ce qui est très important, et ça a été dit d'ailleurs, ça a été relevé par l'étude, c'est d'avoir une vraie politique industrielle sur le développement des énergies renouvelables, sur les différentes filières. Il y a des choses qui sont faites actuellement en termes de politique industrielle qui vont plutôt dans le bon sens, mais qu'on pourrait, je pense, vraiment booster. Pour revenir à la transition juste, je crois qu'il y a un débat qui monte. Il y a ceux qui disent, dont nous faisons partie, que pour qu'il y ait une transition, il faut qu'elle soit juste, tout simplement parce qu'on estime que la transition écologique, ça va obliger à produire, à consommer, à changer de nombreux comportements, donc, et des comportements individuels. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit partagé largement. Et si on veut que des comportements individuels puissent changer, il faut que les plus précaires, les plus vulnérables puissent faire ces efforts sans que ça les mette dans une situation encore plus problématique. À ça s'opposent ceux qui disent oui, mais le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est imparable, ça menace l'humanité, ce qui est vrai, et donc soyons autoritaires quant à prendre des mesures pour l'environnement et la justice, on verra plus tard. Il y a vraiment ce débat-là qui monte, je crois, et donc on a intérêt, je pense, à être vigilant, tout simplement parce que si on n'y prend pas garde, on risque de se retrouver avec un régime politique qui pourrait avoir des aspirations très directives, pour parler autres, pour le bien de la planète. Y compris des experts commencent à tenir ces propos, alors peut-être pas aussi directement que je le fais là, mais on sent poindre quelque chose dont je pense qu'il faut se méfier. Je crois qu'il faut qu'on se réapproprie l'énergie démocratiquement. Et les énergies renouvelables, ça se passe sur un territoire. Je crois qu'il y a besoin qu'on développe des projets autour des énergies renouvelables sur les territoires. Il y a plein de filières de renouvelables qui se prêtent très bien à ça. Je crois qu'on aura intérêt à aller dans ce sens-là. Nous, on a essayé, et alors c'est un petit peu en réaction
au mouvement des Gilets jaunes, où on retrouve toutes ces composantes, on a créé ce qu'on appelait le pacte de pouvoir de vivre. On a rassemblé au départ 19 associations, ONG, syndicats, donc les syndicats c'est sur les travailleurs, il y a des ONG environnementales, il y a des associations qui travaillent sur le logement, sur la pauvreté, il y a la mutualité, et maintenant on a un peu plus de 50 organisations. Nous sommes en train de faire un peu un tour de France, et l'objectif, donc on a écrit un pacte, c'est 66 propositions pour une transition écologique juste. Et ce pacte est en train de faire un tour de France. Il y a énormément de monde qui assiste à ces réunions-là. Et l'idée, c'est justement de créer sur des territoires des initiatives pour que chacun puisse s'approprier ces questions-là, montrer qu'il y a beaucoup d'externalités positives, la création de production énergétique sur un territoire, en termes d'emploi, en termes bien sûr de bienfaits pour le climat, etc. Autre élément, je pense, essentiel au développement des énergies renouvelables, c'est les transitions. Je pense à ceux qui sont dans les énergies fossiles. Et il faut qu'on arrive à conduire cette transition d'une manière correcte. Sans quoi, on aura une forte opposition au développement des énergies renouvelables. Alors je pense aux salariés qui sont directement concernés, qui sont dans une centrale nucléaire qui ferme, qui sont dans une centrale charbon qui ferme, mais aussi à tout le tissu des sous-traitants, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en termes d'emploi, c'est important pour eux. Alors nous, il y a longtemps, on a développé ce qu'on appelle le CVTSIT, Curriculum Vitae. On l'a expérimenté la première fois à Vénissieux. Bosch Vénissieux était une entreprise qui fabriquait des éléments de pompe à injection pour le diesel et dont la direction avait décidé qu'elle allait la délocaliser en Slovaquie. Les syndicats locaux, et notamment la CFDT, a dit non, c'est pas possible, on n'accepte pas ça. Et ils ont créé une commission paritaire, donc les employeurs, les organisations syndicales, les salariés aussi, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Et alors ça a duré quelques mois, il y a eu de nombreuses réunions, ils se sont fait aider d'experts économiques, et ils ont, alors d'une part, cherché quelle pourrait être l'activité demain, et d'autre part, ils ont regardé les compétences des salariés, mais pas les compétences individuelles de chacun pour dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain, les compétences collectives de la communauté de travail. Et en faisant ça, ils ont réussi en fait à convertir cette usine de fabrication d'éléments de pompes diesel en une usine de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Et d'une manière assez simple, sans des milliers de formations. Tout simplement parce qu'ils avaient vu que la communauté de travail qui savait travailler en équipe, conduire des machines, etc., a pu le faire assez aisément. Alors, la suite de l'histoire est moins drôle puisque Bosch a décidé d'arrêter sa filière solaire photovoltaïque. Donc ils se sont à nouveau reconvertis, ils fabriquent des chaudières qui sont plus économes en énergie. Mais tout ça pour vous dire que voilà, il y a des moyens de faire, et je pense que c'est vraiment la bonne solution que d'anticiper et d'essayer de reconvertir en trouvant des solutions gagnant-gagnant. Merci Philippe Portier pour ce témoignage de la CFDT, merci pour ces pistes que vous nous donnez sur les possibilités de conversion, de reconversion. On a écouté le MEDEF, on a écouté la CFDT, écoutons maintenant le METI avec Frédéric Poirier qui est co-président du METI. Le METI, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. C'est quoi une entreprise de taille intermédiaire? Quels sont les déterminants? Quels sont les critères? Quel est l'ADN de ces structures? Alors, l'ETI, c'est une catégorie qui a une dizaine d'années. Ce sont des entreprises qui ont entre 250 et 5000 salariés. Donc, il y en a en France à peu près 5500. Elles représentent 39% du PIB, c'est considérable, 50% de l'industrie française.
elles ont la caractéristique, alors on en a 2 fois moins que les Allemands, hein, c'est un des gros soucis de notre économie. On est persuadé que si la France avait la même concentration de TI proportionnellement que l'Allemagne, on serait en plein emploi. On a beaucoup de grands groupes, la France est championne d'Europe, on a beaucoup de petites entreprises, mais on manque de TI. Ces entreprises, elles sont à plus de 70% dans les territoires. Et quand je dis qu'elles sont présentes, c'est des sièges. Donc il y en a bien sûr en Île-de-France, mais la majorité sont en province. Et elles ont une dynamique très importante en termes d'investissement. On parle de 10 milliards d'euros d'investissement pour les 500 premières, hein, les 500 qui étaient réunis à l'Élysée la semaine dernière, il y a 10 jours. Les 500 boîtes qui étaient là, c'est 10 milliards d'investissements, 50 000 emplois créés par an, net, annoncé 56 000 cette année. Donc c'est des boîtes qui sont extrêmement dynamiques, qui sont porteurs d'avenir et qui malheureusement manquent en nombre et en taille en France. Donc c'est notre enjeu aujourd'hui, et c'est vraiment l'enjeu du plein emploi. Et là je rejoins l'ensemble des organisations ici. Hein. Notre objectif, c'est que tout le monde ait un boulot en France. On a besoin de plus d'ETI et que ces ETI soient plus performantes encore, plus grandes. Voilà. Donc ça, c'est notre enjeu. Donc l'enjeu, c'est de faire sauter tous les verrous qui bloquent la croissance. Proche des territoires, quel est majoritairement leur secteur d'activité et par qui elles sont détenues, si j'ose dire? Alors, quelle est la gouvernance? c'est extrêmement varié. Hein. Nous avons près de 500 champions européens et mondiaux dans cette catégorie, des très belles marques. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Elles sont à 75% patrimoniales. Donc vous avez des familles, des groupes de managers qui sont actionnaires, des fonds parfois, mais elles sont pour 25% filiales de grands groupes et 75% indépendantes. Donc c'est les entreprises du temps long, on va dire, et c'est surtout des champions des territoires. Donc effectivement, l'enjeu du métier, c'est les rendre plus grandes, plus performantes et surtout plus nombreuses. Donc tous les sujets qui effectivement intéressent les ETI sont au cœur de nos préoccupations. Et alors quel est le combat principal du métier? Alors, nous en avons plusieurs, mais dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous donner un élément, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les émissions de CO2 en France, elles ne baissent pas, globalement. Je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser, pourquoi? Parce que, globalement, les importations augmentent fortement. Et que, évidemment, comme elles viennent de pays beaucoup moins vertueux que nous en termes de mix énergétique, la plupart du temps, Jean-Bernard Lévy disait tout à l'heure que le mix énergétique français, en tout cas électrique, est très peu émetteur. Quand on fait venir des containers de partout, et notamment de Chine, eh bien vous avez moins d'émissions propres en interne en France, et c'est vrai, on a un mix qui est vertueux. Moi je le vérifie chez nos entreprises, mais les externalités sont terribles. Donc on en arrive à un point aujourd'hui qui est de dire, pour réduire vraiment les émissions de CO2 françaises, il faut produire plus local. Il faut faire pas forcément du localisme comme on entend tout le temps, et il faut recréer la capacité de production en France. Vous nous avez apporté une diapositive qui illustre ça, une seule. Oui, est-ce qu'on pourrait la passer à l'écran? Qui en fait qui a été éditée par les Échos il y a de ça quelques mois. On voit que globalement nos émissions ne baissent pas. Alors on peut toujours dire on va faire énormément de renouvelables en France pour baisser nos émissions. Ça n'est utile qu'à partir du moment où on va produire plus chez nous. Si on importe massivement, eh bien on annule tous les efforts d'efficacité énergétique et toute la production de l'énergie qu'on fait en France, qui est quand même un très mauvais calcul. Alors, bon, pour produire plus en France, il n'y a pas 36 solutions, hein, et nous on en a une particulièrement, et ça peut paraître curieux, nous on associe fortement émissions de CO2 et taxes de production. On pense sincèrement que si on s'attaque à ce sujet des taxes de production, et les ETI sont particulièrement sensibles à ce sujet, puisqu'elles représentent 55% de ces taxes, eh bien nous aurons plus d'investissements en France. C'est quoi une taxe ou un impôt de production? L'impôt de production, c'est toutes les taxes hors IS. Tout ce que vous payez avant de payer l'impôt sur le résultat, c'est-à-dire que vous avez payé, qui ont diminué vos marges. Vous avez la CVAE, la C3S, la CFE, enfin je ne vais pas rentrer dans tout le détail, 233 taxes au total, sectorielles ou générales. Et ces taxes, évidemment, contribuent au désinvestissement français, et surtout, nous ont laminé le système productif français qui a baissé de 50% en 30 ans. Donc, effectivement, si on veut à un moment donné redonner du boost à l'activité française, recréer de l'activité dans les territoires, ça rejoint nos problèmes de gilets jaunes, hein, tout simplement, et baisser nos émissions de CO2 globales, il faut produire plus en France. Mais si on veut produire plus en France, il faut que notre industrie retrouve la compétitivité. Alors, pour autant, on ne va pas toutes les réduire, donc vous militez pourquoi? On les assoit sur l'impôt sur les sociétés? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut globalement, ça représente sur la valeur. Aujourd'hui, c'est 70 milliards d'euros. Donc c'est 2 fois le IS.
Et c'est dynamique, tous les ans ça augmente. Plus vous investissez, plus vous en payez, et puis les collectivités ont aussi augmenté un certain nombre de taux. Globalement, ce qu'il faut, c'est revenir à la situation au moins de 2011, quand la taxe professionnelle a été révisée. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut assez rapidement s'attaquer à ce sujet, et idéalement, j'irai dans un court terme, au moins diminuer ces taxes de 15 milliards. Alors, c'est un chiffre important, mais c'est la condition sine qua non à la recréation d'activités industrielles en France de façon importante, à la fois pour créer de l'emploi, diminuer réellement nos émissions de CO2, parce qu'on peut toujours parler des diminutions des CO2 de ce qu'on produit en France, il faut regarder la globalité de nos émissions, et puis redynamiser nos territoires, parce que c'est aussi un véritable enjeu, et les EETA, pour ça, sont une super réponse. Revenons sur les énergies renouvelables, justement. Est-ce que vos entreprises du métier sont exemplaires sur le sujet des GNR? Et j'ai presque envie de changer de casquette et de passer à président du directoire du groupe Pujula. De quel bois se chauffe Pujula? Alors, je vais revenir simplement aux ETI. Aujourd'hui, nous avons fait une enquête auprès d'elles il y a ça quelques semaines. Globalement, 70% d'entre elles ont un plan de réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est quand même déjà pas mal. 70% des ETI travaillent activement à la réduction de leur empreinte carbone. Je pense que ça, c'est déjà un point très important. Pour ce qui est de Pujula, aujourd'hui, nous on chauffe déjà quasiment l'intégralité de nos bâtiments au bois, on pose de l'autoconsommation solaire, donc on est actif, je dirais, dans notre bilan, on fait des bilans carbone. Voilà, et effectivement, on est très engagé. Il y a au sein du CER aussi pas mal d'ETI, hein, je peux en citer quelques-unes. Dans le développement et l'exploitation, vous avez des gens comme Albioma, Voltalia, QO, qui sont des acteurs actifs en France, mais aussi à l'international. Et puis nous avons des équipementiers, la CNIM, CNM, Invicta, même des acteurs étrangers comme Enercon qui ont investi en France, qui sont extrêmement actifs. Donc je dirais, les ETI sont actifs dans l'exploitation, sont actifs dans la production d'équipements et s'appliquent à elles-mêmes. En tout cas, moi je pense en être un exemple. Ce qu'on conseille nos clients, on se l'applique aussi en interne, en travaillant sur notre efficacité énergétique, sur l'implantation de renouvelables au sein de nos entreprises pour alléger, je dirais, les émissions de CO2 de nos process industriels. Et dans votre TI, par exemple? Plus spécifiquement pour Pujula, il y a plusieurs choses. Je pense que il faut déjà regarder notre modèle économique, par exemple. Bon, nous, on est équipementiers, on fournit des systèmes d'évacuation de fumée aux particuliers, pour les logements, l'industrie. Nous avons fait évoluer notre offre. Avant, nous évacuions des fumées, on transportait de la chaleur. Aujourd'hui, on fait de la récupération d'énergie. On fait de la filtration. On fait globalement des fumées une source d'énergie. Comme disait tout à l'heure Madame Joanneau, on récupère les énergies de récupération. On a transformé notre modèle économique. Il y a 10 ans, on a créé une filière bioénergie, biocombustible, qui représente d'ores et déjà plus d'un tiers de notre activité. Donc on est leader en France du granulé, de la briquette, du bois bûche. On a investi déjà 50 millions d'euros à l'échelle d'une ETI qui fait 250 millions d'euros comme la mienne. C'est considérable et on transforme notre modèle industriel. Et je pense que ça, c'est très important. Si vous permettez, je voudrais juste faire un petit point sur la biomasse, parce qu'on a beaucoup parlé d'électricité ce matin et je pense que la biomasse est un point important. On entend parfois des critiques sur la biomasse, et moi je pense qu'il faut quand même à l'échelle française se dire que c'est une vraie fierté d'avoir à la fois un patrimoine forestier important, qui est bien géré, et se dire que globalement, avec tous les efforts d'efficacité énergétique et d'amélioration de rendement que nous faisons actuellement, on va pouvoir faire beaucoup plus de chauffage biomasse sans consommer beaucoup plus. Et ça c'est très très important parce que, on l'a rappelé tout à l'heure, les bioénergies c'est quand même 5 milliards d'euros d'importation évitée. C'est considérable, enfin c'est 15% du déficit commercial français qu'on évite grâce à ces énergies. Les filières ont besoin de visibilité. Donc je vais juste donner 2-3 exemples. Sur la filière individuelle, la PPE offre une véritable opportunité. On a aujourd'hui à peu près 7,5 millions de foyers français équipés d'un appareil de chauffage au bois. Il y a des enjeux de qualité de l'air, il y a des enjeux de performance énergétique. Avec les informations dont on dispose aujourd'hui, toutes les transformations technologiques, on va pouvoir monter aux 9,5 millions de logements que prévoit la PPE, sans aucun problème, en diminuant probablement les consommations, mais surtout en divisant les émissions de particules par 5. Donc je dirais là-dessus, il y a une vraie réponse de la filière. Quand on est sur le collectif, on est dans un moment difficile, il faut se le dire. Le prix du gaz est très bas, ça a un vrai impact sur les projets. On parle beaucoup de décarbonation.
Il faut trouver à un moment donné, alors le fonds chaleur est une réponse, je sais qu'on travaille sur les C2E, mais il faut à un moment donné redonner de la visite à la filière parce que en termes de développement, moi j'ai connu des années, on faisait 500, 700 chaufferies bois par an, cette année ça va être quelques dizaines. C'est pas comme ça qu'on va atteindre les trajectoires on est sur une année à élection et ça a toujours eu... Mais c'était déjà le cas l'année dernière, attention, hein, c'est pas nouveau, ça fait 2 ans que ça dure. Donc, et là, on a vraiment besoin de travailler collectivement pour redonner du boost à cette filière. Je voudrais terminer sur des éléments qui sont importants également, mais là qui sont plutôt côté industriel. La cogénération bois, effectivement, il ne faut pas l'abandonner, à notre sens, parce qu'elle peut jouer un rôle très important pour le développement de la scierie française. Toutes les filières européennes, vous allez en Autriche, en Allemagne, toutes les scieries ont des projets. En France, on en a très peu. Si on ne fait pas cette transformation-là, on risque de perdre du potentiel industriel en France. Et puis pour terminer, je pense que pour aller plus vite dans la qualité et la performance, il faut que rentrent dans le schéma du fonds chaleur les outils de séchage. Parce que ces outils de séchage, notamment à la biomasse, vont permettre de sortir plus de granulés, plus de bois de haute performance. Et ça, je dirais, les acteurs ont également besoin d'un accompagnement sur ce sujet. Si on fait ça, on peut, je dirais, globalement, atteindre les objectifs de la PPE. Ne nous y trompons pas, c'est quand même un énorme... si la biomasse ne fait pas le chemin qui est prévu, nous n'aurons pas une baisse significative des émissions de CO2 dans les années qui viennent. Vous n'avez toujours pas dit Poujoula, en une phrase. Poujoula fait quoi en direction des énergies renouvelables sur son propre patrimoine bâti? On l'a déjà dit, je vais insister, mais globalement, à la fois décarbonation sur nos process de production. Oui. Mais vous voulez savoir ce qu'on fait en termes photovoltaïque? En photovoltaïque? Oui. Mais on fait l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on est en train d'installer un certain nombre d'équipements pour pouvoir couvrir nos consommations, ce qu'on appelle talons, de manière à ce que nos usines, en tout cas une partie de leur temps et sur une partie importante de leur consommation puissent tourner en autoconso photovoltaïque, en plus de tous nos process industriels qui sont passés à la biomasse. Merci Frédéric Poirier, le nerf de la guerre. Comment financer tout ça? Anne Guérin, directrice exécutive de BPI France, en charge du financement et du réseau des 48 agences. Anne Guérin, réaction à ce que vous avez entendu, réaction à l'étude EY et réaction à ce que les syndicats viennent d'exprimer comme position. Moi, ma conviction, c'est que l'entreprise n'est pas l'ennemi du climat. Je commencerai comme ça. C'est ce qui nous anime chez BPI France dans la volonté d'aider les entreprises dans leur transition. Non seulement l'entreprise n'est pas l'ennemi du climat, mais elle peut même être l'avenir du climat. Donc je vais développer. BPI France, c'est donc la banque publique qui accompagne la croissance des entreprises PME, TPE, PME, ETI françaises au travers d'outils de financement, que ce soit en dette ou en equity, et d'outils d'accompagnement sous forme de conseils, de formation et de mise en relation des chefs d'entreprise. On travaille aussi sur des grandes majeures que sont l'innovation et que sont l'international pour aider nos chefs d'entreprise à se développer. On a une approche très territoriale, un réseau de 48 implantations qui fait que tous les sujets sont abordés dans toutes les directions régionales. S'agissant des ENR, je pense qu'on n'a pas financé la première éolienne en France, mais peut-être la deuxième. BPI France et les ENR, c'est une très très ancienne histoire. On est un des gros acteurs du financement des ENR. Cette année, ça représente à peu près 1,8 milliard en financement de projet sur une production totale de crédit de BPI France de 8 milliards. Donc vous voyez que c'est massif. On est positionné sur tous les projets, que ce soit éolien, photovoltaïque, onshore, offshore. On travaille également sur la méthanisation. On a développé avec le ministère de l'Agriculture un prêt méthanisation à la ferme pour la COG à la ferme. On travaille avec l'ADEME à la méthanisation par injection, un produit qui pourrait compléter ce qui a été évoqué ce matin en equity, un produit de dette pour financer les exploitations, enfin les installations, pardon. Voilà, pour les ENR, c'est une histoire ancienne entre BPI et les ENR. On veut bien sûr continuer à approfondir, accompagner les nouveaux usages, notamment autoconsommation. On a commencé à financer des installations en autoconsommation. On travaille évidemment sur les corporate PPA, c'est notre rôle en tant que grand acteur du financement avec nos confrères bancaires de travailler sur ces sujets. Mais il n'y a pas que les ENR, enfin, en tout cas, il n'y a pas que les installations et les technologies matures. On travaille aussi beaucoup sur les startups parce qu'on est une des grandes banques de financement de l'innovation.
Et on accompagne par exemple des startups comme McPhee, en equity ou en aide à l'innovation. On essaye de faire émerger des nouvelles solutions pour le climat. Donc ça, c'est le deuxième aspect de notre intervention. Troisième aspect, on travaille bien sûr en accompagnement des entreprises. Alors, on a monté avec l'ADEME un accélérateur pour les entreprises qui sont positionnées sur la transition. On a 29 entreprises qui sont dans notre accélérateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur? C'est un MBA, un genre de MBA pour dirigeants. 2 ans, là, il y a 29 entreprises. 29 entreprises qui se retrouvent tous les mois, un jour par mois, pour de la formation et qui ont en même temps dans leur entreprise des missions de conseil et diagnostic. En l'occurrence, la formation, là, elle est effectuée par l'école polytechnique et qui travaillent ensemble sur des problématiques de stratégie, de croissance. L'idée, c'est vraiment de mettre des chefs d'entreprise ensemble pour les aider à construire des solutions, à travailler sur leur croissance et à réfléchir à leur stratégie. Outils d'accompagnement, donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas du tout, on en a conscience, il y a une prise de conscience générale. Sachez que les chefs d'entreprise, qui sont nos clients, on accompagne à peu près 80 000 entreprises par an chez BPI France, sont conscients du sujet, ils sont alarmés, mais ils n'ont pas toujours les clés pour répondre. Alors les ETI, elles sont mieux armées, souvent pour répondre sur ces problématiques. Ce n'est pas forcément le cas des PME. Elles ont conscience qu'il faut qu'elles se bougent, mais elles ne savent pas très bien par quel bout prendre le problème et comment faire. Donc on est en train de travailler à un plan ambitieux d'accompagnement de la transition de ces entreprises. Ça passera par de l'accompagnement. Là, je me tourne de nouveau vers l'ADEME, puisqu'on travaille ensemble à diffuser le programme de diagnostic TPE, PME gagnante à tous les coups, de diffuser ces outils de diagnostic. Et ensuite, notre objectif, c'est donc d'engager la transition dans ces entreprises. On fait un diagnostic, on propose des solutions et on finance ces solutions. Donc ça, c'est un axe important de ce qu'on veut faire. Notre conviction, c'est que si on ne fait rien, si on a une approche punitive, on va perdre beaucoup d'entreprises dans les territoires et beaucoup d'emplois. Donc il faut aider les entreprises plutôt que, je dirais, les condamner, leur mettre des mauvaises notes climatiques. Je pense que le plus intéressant et le plus important, c'est d'aider ces entreprises à faire leur transition. Et pour ça, elles ont besoin d'outils de diagnostic, d'aide, d'experts, comme les gens de l'ADEME, et puis derrière d'outils de financement un peu incitatifs. On va travailler à la fois sur les sujets d'énergie, que ce soit sous l'angle de la consommation d'énergie verte ou les économies d'énergie, les bâtiments plus efficients, les process industriels, bien sûr. L'industrie représente 25% de nos interventions tous les ans, 25% sont effectuées sur l'industrie. Et on va travailler bien sûr aussi sur l'économie circulaire. Et un autre axe sur lequel on travaille très activement chez BPI France, c'est faire émerger des solutions, mettre en valeur les entreprises de la transition. Là aussi, on utilise tous nos outils, que ce soit des outils de capital à investissement, des outils de dette ou des outils subventionnels, d'aide à l'innovation. On va avoir un gros programme d'accompagnement des startups. On accompagne déjà au travers de notre fonds Ecotech, qui favorise donc l'émergence des écotechnologies, des startups dans le domaine des green tech. Mais on veut aller plus loin, plus fort, on voudrait faire émerger des vraies filières, on pense notamment au sujet du stockage, au sujet de l'hydrogène, si je parle de sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc voilà, on est un très ancien acteur du secteur. Si j'élargis, l'année dernière, on a fait à peu près 2,4 milliards de financement au total sur la transition. On va dépasser 3 milliards cette année, on a une ambition très forte de développer. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir un réseau très proche des entreprises et donc d'avoir une capacité sans doute d'aider à la transformation des entreprises. Voilà. Merci Anne-Guérin. Un dernier mot quand même. Comment faites-vous pour équilibrer entre les différentes filières ? Vous avez parlé de McPhee, vous avez parlé 2 fois de l'hydrogène. Est-ce qu'il y a des manques sur certaines filières ? Est-ce que vous pouvez lancer un appel à tous les porteurs de projets qui sont dans la salle pour avoir plus de projets, je ne sais pas, bois, énergie, hydraulique, petite hydraulique peut-être, on n'en parle pas assez. Peut-être géothermie aussi ? Alors, géothermie, il y a du travail, c'est clair. C'est presque plus réglementaire. Enfin, là, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est sortir un projet éolien, c'est entre 7 et 10 ans. La géothermie, c'est très complexe aussi. Je pense que ce n'est pas forcément un sujet de financement. Alors oui, on va travailler sur des filières
sur des startups pour encourager des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais au-delà de ça, il faut que les règlements nous suivent, enfin suivent les entreprises et aident à l'émergence de ces filières. Et sur les autres filières, l'hydraulique, vous avez des dossiers, ça monte? Non, pas beaucoup. Donc c'est une demande aux porteurs de projets dans la salle. Présentez-nous des Moi, projets. je fais un appel général aux porteurs de projets, ils seront toujours bien accueillis chez BPI France. On essaiera toujours de trouver une solution de financement à leur projet. Merci Anne Guérin. Alors, solution de financement à leur projet, ça implique tout de suite de regarder un petit peu le coût des filières. Arnaud Leroy, vous êtes président de l'ADEME. Alors, réaction à tout cela, réaction à tout ce que vous avez entendu, bien sûr, mais le 29 janvier 2020, vous avez, dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique, actualisé votre étude sur le coût des énergies renouvelables et de récupération. La baisse des coûts que l'on a vu déjà sur les diapositives se confirme. Vous allez rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous nous avez apporté 3 diapos que l'on pourra regarder quand vous le souhaiterez. Écoutez, moi, vous imaginez mon émotion aussi par rapport au décès de Bruno. Je vais plutôt rebondir sur les questions que de vous commander des chiffres. Vous les trouverez, l'étude est disponible sur notre site internet. Comme ça, vous aurez l'occasion de vous pencher notamment sur la méthodologie et ça nous aidera parfois aussi à combattre la mauvaise foi concernant les chiffres des ENR, le prix des ENR. Alors, moi j'étais quand même très surpris en bien de l'étude d'EY. Alors c'est pas parce que c'est Alexis qui l'a faite, mais en tout cas, vraiment c'est des bonnes nouvelles. C'est ce qu'on essaie d'expliquer depuis des lustres, parfois un peu dans le désert et un peu seul. Quand c'est un grand cabinet de consultants qui le dit, peut-être que c'est plus facile, mais en tout cas, le résultat est là. Et je l'ai dit lors d'une prise de parole devant cette même assemblée, suite à ma première participation en tant que président de l'ADEME, il faut qu'on fasse attention aux messages qu'on envoie, notamment dans les territoires, par rapport à la question de l'emploi. Et là, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure par la personne qui représente la CFDT. On est à un moment de bascule. On a un moment de bascule sur la question de l'acceptabilité de la transition écologique. Donc on est tous attentifs à notre problème, soit du méthaniseur dont on veut, ou certains ne veulent pas, de la question de l'éolien. Et moi, je crois sincèrement qu'on a aussi un frein psychologique qui est lié à la question de l'avenir et donc de l'emploi. On voit très bien les difficultés qu'on a, par exemple, à avancer sur Fessenheim, sur d'autres territoires où il y a les centrales à charbon, qui sont, quand on regarde, on ne parle pas de milliers d'emplois, mais de centaines d'emplois, et on a, surtout pour les centrales à charbon, c'est limité par rapport à Fessenheim, mais on voit la crainte que ça génère sur un ensemble de territoires. Donc nous, on accompagne le gouvernement dans sa démarche contractuelle avec ces territoires, via des CTE et d'autres. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on avance à l'avenir et qu'on puisse financer aussi des secteurs, des installations parfois innovantes. Mais ce sujet de l'emploi, il est vraiment important. Donc quand je voyais les retombées économiques, donc aussi en emploi dans les régions, je crois qu'il faut s'en féliciter, en faire la promotion, parce que je pense qu'on se heurte déjà d'ailleurs à un problème de main-d'œuvre. Donc quand on démontre qu'il y a un avenir, qu'il faut aussi développer des filières, avoir un discours clair par rapport soit à des reconversions ou soit pour des adolescents et des étudiants qui demain vont venir sur le marché du travail, on a des éléments positifs. Mais la question de l'emploi, elle est vraiment essentielle. Au-delà du coût, si on veut réussir la transition énergétique, ça fait partie des bénéfices, des externalités positives, à savoir que vous générez de l'activité économique, de l'emploi, et donc du maintien aussi dans votre territoire d'origine. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels nous, on essaie de travailler de plus en plus. On a créé une direction entreprise et transition industrielle pour aborder ces questions hors fiscalité. C'est pas notre ressort, mais voir comment on peut travailler au plus près, et on se verra prochainement avec le métier, pour accompagner. La question des grosses industries aussi est importante. Donc on a quelques outils, ça a été dit tout à l'heure, le Fonds Chaleur et d'autres dispositifs pour essayer d'avancer sur cette question-là. Moi, je suis ouvert, et je l'ai dit plusieurs fois, à ce qu'on regarde la question de ce qu'on finance par le Fonds Chaleur, tout ça en accord avec la DGEC. Et je crois qu'il faut qu'on soit vraiment le plus souple possible pour aider notre transition industrielle dans un moment qui n'est pas simple. Ça a été dit ce matin plusieurs fois par rapport au prix du gaz. Et je rebondis ce que vous disiez par rapport à la biomasse. Nous, à l'ADEME, on adore la biomasse. Et milite pour l'installation de chaufferie biomasse, bois, géothermie. On est plutôt intéressé par tout ça et je crois des grands promoteurs. Moi, j'ai une vraie inquiétude, et je l'ai
plusieurs fois signalé concernant, alors vous dites que la forêt française est bien gérée, peut-être, mais je crois qu'on pourrait beaucoup mieux faire. On a un sujet d'une forêt qui vieillit, qui n'est pas exploitée. Alors l'exploiter peut-être dans la partie publique, dans la partie privée c'est beaucoup plus embêtant, avec un impact important, c'est que notre tissu industriel lié au bois est en train de s'effondrer et parfois notre savoir-faire partir à l'étranger. Donc là je crois qu'il faut qu'on se mette aussi autour d'une table et qu'on essaie de travailler ensemble beaucoup plus fortement pour qu'on en maintienne. On parlait tout à l'heure des scieries, on a quand même un déficit de scieries industrielles assez conséquent dans le pays. On a un problème sur les papeteries que nous on suit de près parce qu'on essaie d'installer notamment des CSR à côté de ces industries-là, qui bénéficient dans des États européens d'un régime énergétique beaucoup plus favorable qu'en France. Donc de facto, on produit notre papier usé en France et utilisé en France pas plus loin qu'en Allemagne ou en Espagne ou encore en Italie, parce qu'ils ont une tarification énergétique incitative. Il faut qu'on regarde tout ça de près et je pense que c'est lié à la question fiscale aussi. Donc, cette question de la biomasse et de la forêt, elle est vraiment majeure parce qu'on a, au-delà du coût du gaz, qui est quand même un adversaire impitoyable et vraiment cynique, à un moment où on veut tous aller vers la transition énergétique et la neutralité carbone, un prix sur le marché spot comme ce matin à 10 € fait que c'est excessivement compliqué de lutter, même en subvention. Nous on le voit, on a un décrochage de nombre de projets, les personnes attendent en se disant voilà, si on peut bénéficier de ce tarif-ci pendant quelques années, on ne va pas embarquer notre projet de renouvellement ou d'installation d'une chaufferie biomasse, on repousse de 2 ans, de 3 ans, et tout ça c'est le climat qui en pâtit. Donc il faut qu'on soit, nous on essaie d'être les plus généreux possible dans la, comment dire, ce que nous permettent les règles européennes aussi, puisqu'on frise parfois la question des aides d'État, mais ce sujet-là est encore devant nous. Et dernier point sur la biomasse, donc la forêt, gérer ce qui est en train de se passer sur l'adaptation au changement climatique. On en a parlé tout à l'heure, on est ici dans cette salle très arquée et embarquée sur l'atténuation. Je crois qu'il faut aussi qu'on regarde la question de l'adaptation, la résilience, et c'est valable pour les installations solaires, les installations éoliennes, solaires thermiques de grande surface en milieu agricole aussi. On va devoir gérer rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on croyait, les sujets liés à l'adaptation. Et quand vous voyez aujourd'hui l'état du massif français, pour ceux qui ont suivi ça cet été, notamment les sécheresses qu'on a pu avoir dans le massif de l'Est de la France, Jura-Vosges, on a aussi des problèmes massifs importants dans le sud-ouest avec un insecte destructeur qui n'est pas encore totalement implanté en France mais qui donne déjà des signes de présence. Il faut qu'on puisse réfléchir sur cette question de l'adaptation. Comment on parfois déboise ou on exploite une partie de la forêt, on intervient sur une partie du massif parce que les essences sont malades, qu'on peut valoriser, notamment en chauffe biomasse, et comment on replante. Ça, je crois que c'est un élément très important qu'il faut financer, qui participe peut-être à plus de biodiversité, aussi bien dans les essences forestières que la biodiversité faune et flore, qui est assez peu présente dans certains massifs, parce qu'il n'y a pas de biodiversité importante, notamment dans tout le sud-ouest, sur la question du pin maritime. Voilà, je crois un enjeu important pour nous qui, en même temps, faisons la promotion de la biomasse. Parce qu'il va falloir qu'on puisse gérer à moyen et long terme cette ressource. Je pense que nous devons au territoire et à nos compatriotes. Donc il faut qu'on discute sereinement et calmement avec les grands opérateurs énergéticiens qui commandent beaucoup de biomasse, parfois à l'étranger. Si on peut les commander en France, c'est mieux. Qu'on se dote d'un outil industriel pour répondre au volume nécessaire. Et en qualité, je crois qu'il y a un impact positif pour l'emploi. Et comme je vois que ça clignote, je pense que j'ai dépassé mon temps de parole. Merci Arnaud Leroy, merci pour ces messages de l'ADEME. J'aurais encore plein de questions à vous poser, notamment sur la remontée. J'ai demandé tout à l'heure à Dominique Jam qui est crédible, l'ADEME qui, avec ses études publiées régulièrement, j'ai eu l'occasion d'échanger bon nombre de fois avec Bruno Légerin sur le point de départ pour moi qui a été cette étude 100% renouvelable en 2050. Cette fameuse étude Mediaportée, qui a fait beaucoup de bruit, plus peut-être que si elle était sortie normalement. Et donc l'ADEME, dont on attend goulûment à chaque fois les chiffres, les études et tous les détails. Merci. Un petit complément ? Je peux vous répondre, oui, sur ce. Parce que cette étude va être mise à jour. Donc c'est aussi le rôle de l'ADEME de mettre à jour ce qu'on a mis dans le débat public.
Moi j'ai noté avec intérêt que la ministre elle-même avait commandé une étude 100% ONR, non pas à l'ADEME mais à l'Agence internationale et à RTE, donc nous on va certainement contribuer. Je pense que d'ailleurs on regardera, les deux auteurs de ces études regarderont de près ce qui a été fait. Et là on s'est aussi doté, je pense que c'est important, d'une direction prospective un peu plus musclée au sein de l'ADEME, où on essaie de paver la route sur la neutralité carbone 2050. Parce que ça a été dit tout à l'heure, globalement nos émissions, à cause des émissions importées, augmentent encore en France. Là on est dans le domaine de la production énergétique renouvelable, donc on est sur une pente croissante, sur une donnée croissante de production énergétique renouvelable, donc ça c'est parfait. D'un autre côté, on a un vrai sujet de sobriété énergétique à porter, c'est le MEU, vous savez, la maîtrise de l'énergie, le MEU de l'ADEME, qu'il faut continuer. C'est pas parce qu'on va produire beaucoup plus d'énergie renouvelable qu'il faut utiliser beaucoup plus d'énergie. Donc cette question de l'efficacité, elle est encore devant nous. Dernier point, la question aussi pas simple de cette marche à gravir pour la neutralité carbone vis-à-vis du transport, secteur dont les émissions croissent dans notre pays. Deuxième point, la question du bâtiment, dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais qui est essentiel si on veut pouvoir atteindre nos objectifs climatiques. On a eu, ça a été dit plusieurs fois, la chance d'avoir le poste énergétique le moins carboné en Europe. Donc les efforts à faire sont sur notre secteur de bâtiment, logement, la question des transports et la question agricole, qui sont les trois volants sur lesquels on peut s'activer en France. Donc voilà, il faut qu'on continue. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines publications de l'ADEME. Il y en a régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site web, on en fait la promotion nous-mêmes. On reste très très attaché à la rigueur scientifique. Double tutelle l'ADEME. ADEME est aussi sous tutelle du ministère de la Recherche, donc vous imaginez ce que ça veut dire. En termes de sérieux scientifique, je le dis parce que souvent on vient nous chatouiller sur certains scénarios qui peuvent apparaître au détour d'une conversation comme fantaisiste. Tout ça est documenté, il y a des comités de pilotage, c'est revu comme toute publication scientifique digne de ce nom. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines publications. Merci. Merci Arnaud Leroy. Julien Pouget, senior vice-président renouvelable du groupe Total, pour un dernier témoignage pour conclure cette table ronde. Alors Total à cette table ronde pour nous parler d'énergie renouvelable. Vous avez une particularité, c'est que c'est vous qui portez devant votre CODIR les investissements dans les énergies renouvelables. Alors comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous arrivez à trouver les arguments pour convaincre vos collègues oil and gas qu'il faut absolument y aller? Vous êtes parti sur du photovoltaïque avec SunPower, vous êtes parti sur du stockage avec ça. Vous nous avez amené une diapo qui va rappeler un petit peu tout ça, si on peut la mettre à l'écran. Donc sous vos commentaires, comment faites-vous Total? Alors, merci d'abord, merci de nous donner la parole ici. En fait, l'exercice de défendre les investissements dans les renouvelables chez Total aujourd'hui, c'est un exercice qui est très simple. Parce que ça fait plusieurs années qu'il y a une prise de conscience forte sur le fait que nous devons prendre en compte dans notre stratégie la question climatique. Et on la prend en compte et par ailleurs elle a un impact très fort sur le mix énergétique mondial. Donc, qu'on le veuille ou non, il faut impérativement qu'on s'inscrive dans cette logique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a décidé, il y a plusieurs années en fait, d'aller beaucoup plus fort sur l'électricité et plus d'être comme certains nous voient largement encore aujourd'hui, une oil and gas major, mais d'être une major de l'énergie dans le gaz, dans le pétrole et dans l'électricité bas carbone. Et on a beaucoup travaillé dans l'ensemble du groupe en essayant d'utiliser tous les leviers du groupe et avec beaucoup de support de l'ensemble des équipes, qu'elles soient dans les renouvelables, qu'elles soient dans l'électricité plus généralement ou qu'elles soient dans le pétrole, dans le gaz. On a essayé d'utiliser ces leviers pour accélérer très fort sur les renouvelables. Un chiffre peut-être, en début 2017, fin 2016, on avait 300 MW de centrales renouvelables dans le monde, donc c'était peu. Aujourd'hui, on en a 3 gigawatts. D'ici quelques semaines, nous en aurons 5. À la fin de l'année, probablement plus de 7. Aux alentours de 7. Donc on voit qu'on investit beaucoup
dans ce secteur. Deuxième chiffre peut-être, au travers de nos acquisitions qui sont rappelées à l'écran, au travers aussi de nos développements organiques, aujourd'hui on a à peu près sur le groupe 10 000 personnes qui travaillent sur les renouvelables, qui travaillent exclusivement sur les questions renouvelables, 10 000 personnes. On avait il y a 3 ans à peu près une trentaine, 25-30 personnes qui faisaient du développement de projets de centrales renouvelables. Aujourd'hui, dans l'ensemble de nos filiales, on en a plus de 1000. Donc on voit qu'on essaie vraiment d'accélérer très fort sur ce sujet-là. Et on s'est fixé une ambition, parce qu'il faut faire les choses à l'échelle du groupe. Et nous pensons qu'un groupe comme Total peut beaucoup contribuer par ses leviers, par ses moyens financiers au développement des renouvelables. Donc on s'est fixé une ambition qui soit à l'échelle du groupe, alors une ambition de long terme, de dire 15 à 20% du groupe dans les énergies bas carbone. Et puis déjà une première étape significative, on s'est dit en 2025, il faut qu'on ait 25 gigawatts de puissance renouvelable installée qu'on ait contribué à développer. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui dans les renouvelables et avec énormément de soutien du groupe et avec des partenaires parce qu'on est en train d'apprendre. On peut pas. Alors évidemment, on a des atouts, on sait ce que c'est qu'un grand projet, on a des moyens financiers, on est dans de très nombreux pays, mais il faut apprendre, il faut reconnaître que l'électricité, c'est un domaine qui est relativement nouveau pour nous, même si ça fait des années qu'on est dans le solaire. Et donc, j'espère qu'on ne fait pas trop d'erreurs. En tout cas, on essaie de travailler avec des partenaires, on fait des acquisitions pour accroître nos compétences dans ce domaine et progresser le plus vite possible. Alors, on a finalement deux stratégies dans les renouvelables. Une qui est une stratégie intégrée en Europe, et notamment en France. Donc, on veut être de la production d'électricité renouvelable jusqu'au client final. On a fait l'acquisition de Direct Energy aujourd'hui, Total Direct Energy. Et donc on est présent de la production jusqu'au client final. On n'est pas dans les réseaux, évidemment. Première stratégie. Et puis à l'international, on est à Epidis, c'est-à-dire qu'on génère, on développe des projets, on intervient sur des appels d'offres. Par exemple, on était au Qatar, donc on a gagné conjointement avec le japonais Marubeni un appel d'offres pour construire une centrale de 800 MW au Qatar, mais on participe à de très nombreux autres appels d'offres, et c'est comme ça qu'on fait progresser notre portefeuille de renouvelables. En France, évidemment la France est très importante pour le groupe Total. En France, au travers de notre filiale Total Quadrant, on est très présent dans les territoires, parce que comme ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, les renouvelables c'est un sujet qui est territorial, c'est un sujet qui doit être regardé régionalement, c'est un sujet qui doit être, d'ailleurs je peux saluer les annonces qui ont été faites aujourd'hui par la présidente du Conseil régional de France, parce que je pense que ce sont des sujets que nous, en tant qu'industriels, que les ETI, en tant qu'industriels, dont on va se saisir collectivement et pour développer ces projets qui sont ouverts. Donc c'est un sujet qui est territorial, qui est régional, et donc on a une dizaine d'agences en France et en Outre-mer pour développer, pour trouver des projets et développer ces projets. Voilà, donc en tout cas j'espère vous convaincre du fait qu'on est sérieux et qu'on investit vraiment beaucoup dans les renouvelables. En termes d'investissement, ça représente 1,5 à 2 milliards de dollars par an dans le bas carbone, et derrière ça permet avec les financements de soutenir plus de 3-4 milliards de dollars de CAPEX. Bon, effectivement, le transparent qu'on a vu tout à l'heure, de mémoire avec les chiffres en tête, 1,2 milliard pour SunPower, pratiquement 1 milliard pour Saft, 1 demi-milliard pour RN, non, un petit peu moins, et puis ensuite Direct Energy, Quadrant. Vous êtes à 5 milliards là en France. Ah, on avance assez vite en France, on a 1500 emplois en France dans les renouvelables, mais je pense que plus que les investissements dans les acquisitions, ce qui est important, c'est que maintenant on fait du développement organique, c'est-à-dire qu'à partir de ces acquisitions et à partir de nos propres ressources, on développe des projets, on investit directement dans les projets renouvelables, et c'est ça qui génère les projets. Donc vous avez réussi à convaincre votre COMEX qu'il faut y aller, que c'est une question de survie pour le groupe? Alors, pour être clair, il n'y a pas eu besoin de convaincre le COMEX, c'est plutôt j'ai beaucoup de pression du COMEX pour aller beaucoup plus vite. Donc, c'est très facile de convaincre le COMEX. Le point qui était le plus délicat quand on est un groupe comme Total, c'est que
la structure financière des projets renouvelables est assez différente. Et les taux de retour, les risques pris dans les renouvelables sont assez différents. Donc c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. On a réussi, je pense, à convaincre qu'on peut avoir un modèle qui colle avec nos activités, et dès lors, on a pu vraiment accélérer. Merci beaucoup pour ce témoignage. L'heure a tourné très vite. On a pris un petit peu de retard plusieurs fois dans la matinée. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Je vous libère.